Mon nom, c'est Gérald Panneton. Je suis géologue, chairman and CEO d'une compagnie junior, Gold Terra Resource Corp, une corporation qui explore l'or dans les territoires du Nord-Ouest, près de la ville de Yellowknife, de même aussi qu'au Nouveau-Brunswick, près de la découverte de Pluma Exploration. Notre objectif, c'est de se concentrer sur la découverte de gisements aurifères à haute teneur. Quand je dis haute teneur, ça veut dire 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes. Je crois que c'est la meilleure façon de générer des profits quand le prix de l'or descend. On est plus à l'abri des fluctuations du prix aurifère. Pourquoi on investit dans l'or? C'est toujours une question très intéressante. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, le prix de l'or, ça ne bouge jamais ». C'est sûr et certain que si on le regarde d'une certaine façon, durant une certaine période de temps, on peut dire ça, mais je vais vous donner l'exemple. Moi, j'ai acheté beaucoup d'or quand on a produit notre première brique à Detour. Je l'ai acheté à 1500 piastres l'once. Mais dans ce temps-là, le dollar canadien et le dollar US étaient 1 à 1. Donc, j'ai payé 1500 piastres canadiens. Puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, l'or vaut 2600 dollars canadiens. Alors, j'ai fait 1000 dollars sur mon 1500. C'était simple. L'or, c'est une valeur sûre, c'est inerte, c'est un métal qui ne changera jamais. On ne peut pas le répliquer non plus. C'est un métal du tableau périodique qui est unique en lui-même. Et même quand on le trouve dans la nature, il est unique. Quand il est en concentration plus forte, il est visible. On peut le voir. L'or est une valeur sûre. Malheureusement, elle peut être utilisée aussi pour d'autres raisons. Mais en réalité, si vous avez un intérêt de protéger la valeur de vos biens, tout le monde devrait avoir une partie en or. Écoutez, je suis géologue. J'ai été très, très chanceux. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens qui avaient beaucoup de bonnes expériences, qui étaient très bien connus. Par exemple, au Québec, j'ai travaillé avec Jacques Bonneau, Jean-Marc Lulin, dans le début des années 80. En 89, j'ai travaillé pour Place Sodome pendant 4 ans. J'ai appris beaucoup de mêmes choses durant ces 4 années-là. Mais là où j'ai vraiment augmenté la valeur de ma carrière, c'était les 12 ans que j'ai passé chez Barrick. J'ai visité des projets à travers le monde. J'étais sur l'équipe de développement corporatif. On se promenait partout pour acquérir des projets. On faisait beaucoup de due diligence sur plusieurs mines. On visitait plusieurs projets. C'est sûr qu'on n'a pas tout acheté ce qu'il y avait dans le monde, mais on a tout vu qu'est-ce qu'il y avait dans le monde pendant des années. Et puis, une des choses que j'ai eu la chance de faire, c'est que j'ai eu la chance de bâtir une mine. Une mine, c'est un processus. Tu trouves assez d'or pour la mettre en production, mais il faut que tu le prouves. Puis il faut aussi que tu rentres toutes les lois environnementales, les licences sociales locales. Quand on va se promener dans un pays, puis c'est pas notre pays, on n'est pas au Québec, on n'est pas au Canada, tu es un invité. Il faut que tu saches qu'est-ce que ton hôte, quels sont les règlements, quelles sont les attentes sociales, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Souvent, on arrive dans les villages, puis écoute, ils vont chercher de l'eau à un crick à tous les matins, alors que tu peux leur construire un puits, puis leur donner de l'eau, puis ils peuvent avoir de l'eau fraîche qui vient de la nappe phréatique, qui est peut-être à 30 ou 40 mètres, mais ils n'ont pas les outils pour aller là. Mais toi, tu peux le faire pour eux autres. C'est ce qu'on faisait généralement en Afrique. On avait ça. Alors, c'est comme ça qu'on acquiert une licence sociale, d'être impliqué avec les communautés locales pour développer des projets. Et Tulawoka, c'était un très bel exemple. C'était une petite mine pour Barrick, mais j'ai fait de A à Z jusqu'à la construction. Écoute, une mine, tu le fais une fois de A à Z, la prochaine mine, c'est encore A à Z. C'est sûr qu'il va y avoir des variances, mais en même temps, c'est le même processus. C'est comme un checklist. Il faut tout que tu le fasses. Est-ce que tu as foré assez? Est-ce que la continuité est là? Est-ce que l'or est là? Est-ce que la récupération est bonne? As-tu fait assez de tests métallurgiques? Après ça, il faut que tu fasses toute l'environmental baseline study. Tu vas avoir des défis. Par exemple, ça prend de l'eau. Où tu vas prendre ton eau? Nous autres, on ramassait l'eau durant la rainy season à Tulawoka. On l'utilisait toute l'année. Alors, on avait construit un bassin qui n'avait même pas de plastic liner. On utilisait les argiles locales pour empêcher l'eau de s'échapper du bassin. On avait de l'eau pour toute l'année. Les défis d'ingénierie qu'on a sont différents dans chaque mine. C'est pour ça qu'il faut faire une étude de faisabilité. Il faut être capable d'évaluer toutes les options et choisir les meilleures, les plus profitables
et les meilleurs socialement et du côté environnemental. Suite à mon expérience avec Barrick, c'est là que j'ai quitté Barrick en début 2006 et je me suis fait offrir la propriété de Detour Lake Mine. C'était intéressant parce que de la façon que c'est arrivé, la première fois, j'ai dit « Ah non, je ne suis pas intéressé ». Mais la deuxième fois, quand le gars est revenu et il m'a demandé « Écoute, regarde-les comme il faut, là. Donne-moi une chance ». Fait que je l'ai regardé un après-midi, puis je suis sorti de mon meeting en après-midi, puis tu sais, quand tu as évalué 200-300 dépôts aurifères à travers le monde, écoutez, que ce soit en Russie, que ce soit en Amérique du Sud ou en Chine ou en Australie, on en a vu beaucoup. On est allé à 10 000 pieds sous terre. Fait que quand un géologue ou un ingénieur minier qui travaillent très fort ensemble peuvent accomplir beaucoup de choses. C'est une question de pouvoir voir en 3 dimensions, c'est une question de pouvoir prouver la continuité. Puis en réalité, y a-t-il du potentiel? Est-ce que je peux en trouver plus? Puis à Detour, après 3 heures, j'ai dit, c'est pas assez drillé, ça. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est rentrer avec 2 drills puis driller toute la région, tout le corridor de la mine de Detour Lake, qui a été comme laissé tomber. Quand la mine a fermé, l'or était à 250$ l'once. Donc, c'est une opportunité qui s'est présentée 6 ans plus tard, 8 ans plus tard, et avec une vision de dire, écoute, il y a peut-être 5 millions d'onces d'or, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de driller. Le timing était parfait pour Detour. C'était incroyable. C'est pour en revenir à Goldterra, je suis venu aider un copain il y a 4 ans, qui était le CEO, un très bon ami de moi. Puis, il me demandait, Gérald, je pense que j'aimerais avoir ton background technique. J'aimerais ça que tu viennes. Puis, naturellement, mon premier voyage m'a permis d'évaluer. Mon due diligence a permis de regarder Yellowknife d'un angle que je n'avais jamais regardé avant. Yellowknife, c'était un petit peu un camp aurifère ou un camp minier aurifère qui avait un peu souffert au niveau de la publicité négative des années 90. Mais quand on regarde le potentiel de Yellowknife, c'est extraordinaire. C'est comme avoir 100% du camp minier de Val-d'Or. C'est avoir 100% du camp minier de Timmins. C'est l'équivalent. Parce que ça a été exploré de façon marginale. Seulement sur 5 km, ils ont trouvé 14 millions d'onces, de 15 à 22 grammes d'or. C'est très riche. C'est un des camps miniers les plus riches, tout de suite après Red Lake. Puis, le Campbell Shear, qui est le cisaillement, ou ce qu'on appelle en anglais le plumbing system pour les zones aurifères, est un corridor qui a 70 km de long, qui a été très, très peu exploré, sauf sur 5 km, puis il y en a 70 km de long. Si l'argent n'était pas le problème présentement, on pourrait trouver 5 à 10 millions d'onces dans le temps de le dire, dans les prochaines années. Le potentiel est incroyable.